Hier à la même heure, je vous ai posé la question « Et si vous deveniez au 1er janvier 2024 le nouvel éditeur en chef chez Panini Comics, quelles seraient vos décisions immédiates et quelle serait votre stratégie pour les mois à venir pour pouvoir relancer le marché, créer des nouvelles choses, créer de la cohérence, créer et régler tous les problèmes en fait qui sont listés à longueur de posts, de vidéos et que vous soulignez à longueur d'année. Il y a des problèmes, on va pas les nier. Et du coup, je me suis dit ça peut être un exercice sympa de vous donner la parole et de nous donner évidemment tout ça. Alors, vous avez été très nombreux à répondre. Il y a eu, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, plus de 60 commentaires, et puis pas juste une ligne, quoi. Des choses assez argumentées, assez sympas. Plus de 1500 vues. Vous vous êtes emparé de cette vidéo et ça fait plaisir, ça marche bien les vidéos comme ça. C'est interactif et c'est rigolo à faire, donc merci d'avoir participé. C'est vraiment super, merci à vous. Alors moi j'avais pris mes notes avant. Et j'ai rajouté 2-3 petites choses, et je les citerai évidemment parce que le but n'est pas de m'attribuer vos idées, le but est d'aller chercher les bonnes idées. Alors, la première chose, c'est que d'abord vous avez été assez formidable parce qu'il y a beaucoup de commentaires assez rigolos et j'ai bien rigolé parce que il y avait beaucoup de choses sympas et beaucoup de second degré dans les vidéos. Donc ça, merci pour l'effort et ça fait plaisir à lire et j'aime bien quand c'est constructif comme ça parce que il y a une bonne énergie et surtout une bonne humeur. La deuxième chose, c'est que ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ce type de vidéo, ça se transforme en cahier des doléances très très vite. Et puis certains oublient, comme nous dans les années 80, quand on lisait Strange et Spécial Strange, et on se disait, on envoyait au courrier des lecteurs un courrier en disant vous devriez le changer le dessinateur de cette série, parce qu'on pensait que c'était fabriqué à Lyon, parce qu'il y avait marqué Lyon, Semix c'était à Lyon et Lug c'était à Lyon. Et on pensait que tout était fait en France, on savait pas que ça venait des États-Unis, et donc du coup on pensait que peut-être Semic ou Lug pouvaient changer quelque chose. Donc il y a eu quelques commentaires assez rigolos en disant j'embaucherai les vieux de la vieille, je ferai revenir Jim Shooter, c'est John Mark de Mathéis, ils ont tous 70 ou 80 balais. Je sais pas si c'est l'avenir des comics, mais en tout cas c'est assez rigolo de voir que vous proposez ça, parce que je pense que Panini n'a pas le choix. Panini n'a pas le choix que d'éditer ce qui sort et ce qui est disponible. Ils suivent la tendance Marvel, elle n'est pas très bonne en ce moment, mais il y a des vagues et ça reviendra, vous le savez. Alors, c'est assez rigolo de voir un petit peu tout ce qui a été listé, tout ce qui a été sorti. En fait, c'est facile. J'ai une première feuille dans laquelle j'ai pris les notes, dans laquelle j'avais pris mes notes hier, et puis des idées qui sont à vous, c'est sur la deuxième, et puis c'est des idées que j'ai pu avoir après au fil de la discussion. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le but c'est de se dire, on vous met en charge d'une boîte comme Panini, donc il faut aller chercher le chiffre d'affaires, il faut aller faire les 4 millions d'euros. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire on arrête tout et on repart d'une page blanche, parce que d'abord il y a un programme qui est lancé, il faut prendre la suite, il faut faire les choses lentement. Un marché, des habitudes de consommation, ça prend du temps à changer. Vous ne ferez pas ça en 2 jours. Si Urban a du succès avec Urban Nomad, ça s'est pas fait en une journée. C'est parce que ça fait 2 ans qu'ils poussent la collection et qu'il y a une autre vague qui arrive et qu'on sait qu'il y aura une autre vague derrière et qu'il faut insister. Et qu'il faut avoir les moyens d'insister parce qu'il faut être une grosse boîte comme Panini ou Urban pour pouvoir se permettre de faire des investissements sur le long terme. Donc on ne peut pas tout changer en 2 jours, mais ça vous l'avez bien compris quand je regarde vos commentaires. Et donc moi je vais un petit peu essayer non pas de synthétiser ce que vous avez dit, mais je vais vous donner mes idées à moi et ce que je m'étais écrit. Souvent je me pose la question quand j'écoute les infos et que j'entends parler de politique, et Dieu sait que j'évite les infos parce que c'est déprimant, j'ai l'impression que de temps en temps, nos gouvernements, quels qu'ils soient, je vous parle de celui-là, mais je pourrais vous parler de ceux d'avant, et ceux d'encore avant, et ceux d'encore avant, et parce que ça fait longtemps que je vote, c'est une petite parenthèse, vous l'avez compris. J'ai l'impression que de temps en temps, les gouvernements gouvernent contre le peuple, et en disant, nous on sait, et on va vous montrer qu'on sait et qu'on a raison. Et ça fait des mécontents, et ça fait des gens qui votent aux extrêmes, et ça fait de la frustration, et ça crée de la colère, et ça crée
d'une sorte de rancœur. Moi, je pense que il faut pas voter, il faut pas gouverner contre son peuple, et je pense qu'il faut donner quand même aux lecteurs ce qu'ils demandent. Et donc, je pense que ma première décision serait de donner ce que les lecteurs demandent. Et je me suis listé quelques trucs, parce qu'on va parler des omnibus. Les omnibus, on a vu que c'était 12% à peu près, hein, c'est des chiffres que j'ai un peu bricolés, parce que j'ai pas les vrais chiffres, mais c'est peut-être 15, hein. Mais bon, c'est quand même une grosse part du chiffre d'affaires de Panini, les omnibus, parce qu'ils en sortent beaucoup, et que c'est des gros prix. Et qu'on sait qu'il y a une clientèle qui a aimé les comics dans les années 2000, qui a aimé les comics dans les années 90, 80, 60, 70. Donc du coup, c'est les gens qui sont plus vieux, qui ont du pouvoir d'achat et qui peuvent s'acheter des omnibus. Clairement, on l'a vu hein, sur les dernières big news, puisque Panini, puisque vous voulez certains omnibus, ben, il faut les prioriser. Il y a eu des énormes succès de Ultimate Spider-Man, ils sont sortis en rafale. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible de se dire que Ultimate X-Men tome 2 ou New Avengers tome 2 ne sortent pas maintenant, ils devraient sortir en début 2024. Ils sortiront certainement en 2024, je l'ai déjà dit, mais il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ils veulent ça a marché, il faut consolider les succès. Des trucs à sortir, il y en a plein. Hein. Des omnibus aux États-Unis, il y en a eu des centaines de différents. Donc, vous n'allez pas griller toutes vos cartouches chez Panini en sortant Ultimate X-Men tome 2, Ultimate X-Men tome 3, pourquoi pas à la fin de l'année, Ultimate Fantastic Four, qui est très attendu, les New Avengers tome 2, tome 3, New X-Men de Grant Morrison, qui cartonnerait, j'en suis sûr, les Astonishing X-Men, qui pourraient revenir aussi, parce que c'est un très bel omnibus en VO, et on aimerait bien l'avoir évidemment en français. Immortal Hulk, évidemment, vous l'avez réclamé à corps et à cri. Rome, tout le monde veut le omnibus Rome. Alors, il va sortir aux États-Unis, on va l'avoir, je pense, pour Noël en France. Mais voilà, il faut donner aux lecteurs ce qu'ils ont envie de lire. Donc, on ne peut pas se passer des omnibus parce que commercialement, il faut toujours penser à l'aspect commercial, c'est important. Mais je pense qu'il faut, aller offrir ces choses-là. Je me suis listé quoi? Je me suis listé les Spider-Man d'Eric Larsen, même si ce sera plus compliqué à vendre parce qu'Eric Larsen il est moins populaire que McFarlane. Le Punisher de Ennis et Dillon, voilà, tous ces grands classiques qui mériteraient de devenir des omnibus et qui étaient autrefois dans d'autres collections, et tout ce qui est sorti en Icons, que ça ressorte en omnibus parce que ces omnibus ça marcherait, c'est des valeurs sûres. Et je vous le dis, on grille pas toutes nos cartouches en les sortant parce que d'abord c'est des choses qu'on peut vendre longtemps et que si on reste sur ce rythme d'une trentaine d'omnibus par an, eh bien il y a de la place pour cela parce qu'il faut sortir les gros titres, et je pense qu'il y a plus de potentiel sur un Ultimate X-Men tome 2 que sur un... Alors j'adore le Extreme X-Men, hein, je vous ai dit tout mon amour pour le Extreme X-Men, mais il y a certainement plus de public pour Ultimate X-Men tome 2 que Extreme X-Men tome 1. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important. Donc moi je garde les omnibus, je garde les intégrales, je garde les Epic Collection parce que en fait, on peut pas repartir d'une page blanche. On peut pas dire, ok, je dis un chiffre au hasard. Hein. 70% de nos clients, c'est des gens qui ont entre 45 et 60 ans qui achètent des vieilles choses. Bon, on peut pas couper ça parce qu'on se prive de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc il faut continuer. Et puis en plus, on est dans le principe de collection. Les gens qui achètent les intégrales, ils les prennent toutes. Les gens qui achètent les Epic Collection parce que ça démarre, ils commencent à les collectionner, et on est ravis d'avoir certains trucs qu'on n'a pas d'ailleurs dans les autres collections. Donc je pense qu'il faut garder ces collections. Ces collections, elles font plaisir. Panini a annoncé Marvel Pocket. Évidemment qu'il faut le faire parce qu'il faut des petits prix. Et je pense qu'il faut arrêter de multiplier les petites collections. Ils ont tout essayé. Ils ont fait les collections Carrefour qui n'avaient pas de cohérence. Ils ont fait les collections à petit prix anniversaire Spider-Man. Et puis après, il y a eu les couvertures en dur, puis les couvertures souples. Puis sur des thématiques, il y en avait 10, puis il y en avait 5. Puis il y avait les héroïnes Marvel. Puis on comprenait pas la thématique. Non, voilà. Honnêtement, Marvel Pocket, ça part d'une très bonne intention. On publie des best-sellers, des séries avec lesquelles on peut accrocher les lecteurs, des succès. Ultimate Spider-Man est un succès, hein, 8500 omnibus vendus. Je pense que c'est une bonne idée, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Je pense qu'il faut pouvoir proposer ces séries. Moi je dis, Ultimate Spider-Man c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man. Ultimate X-Men c'est la meilleure série pour débuter Ultimate X-Men. Ultimate c'est la meilleure série pour commencer les Avengers. Il faut les sortir. Il faut les sortir. Ça va sortir. Mais il faut annoncer très très vite les Ultimate X-Men dans cette collection. Il faut pouvoir les proposer. Et il faut qu'ils soient disponibles parce que c'est parfait pour les nouveaux lecteurs. On est à moins de 10 balles.
et ça va faire des belles collections, et vous allez voir que ça va évidemment bien marcher. Donc on garde ça. Moi je pense que, et ça va pas faire que des plaisirs, il faut supprimer, il y a un format qu'il faut sacrifier, c'est le format le 100%. Je pense que le 100% il a vécu. Parce qu'aujourd'hui, malgré certains succès, comme le Miles Morales en blind pack, vous savez, qui a cartonné, plusieurs milliers d'exemplaires vendus, en fait, il y a énormément de séries. En fait, le problème, c'est le tout venant. C'est ce qu'on appelle les séries jetables, c'est ce qu'on appelle les séries poubelles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, chez Marvel, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et Panini sort quasiment tout. Sorte d'obligation. Alors, est-ce que c'est contractuel? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut occuper l'espace et est-ce qu'il faut occuper les rayons? Je ne sais pas. Mais on n'a pas besoin de tout sortir. Je pense qu'il faut faire une meilleure sélection. Donc, pour moi, ce format 100%, il a vécu. Parce qu'un bouquin comme ça, qui fait, allez, 140 pages pour 19 balles, aujourd'hui, ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe pas, on l'a bien vu. Et donc, je pense qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier les must-have aussi. Parce qu'on dégage ce bandeau dégueulasse. Et on arrête cette collection. On arrête ce format. C'est le ventre mou et on ne veut plus le voir. Je pense que il faut arrêter de sortir tout ce que sort. Il faut arrêter de se dire ça sort chez Marvel, on le sort. Il faut arrêter de se dire il y a des gens qui réclament la série Ghost Rider sortie l'année dernière ou la série Doctor Strange. Ces séries, elles intéressent quelques centaines de personnes. Elles n'intéressent pas la majorité. Elles n'intéressent pas le grand public. Il faut travailler les icônes. Évidemment qu'il faut produire. Regardez ce que fait Urban. Urban, ils sortent du Batman parce que ça marche. Et après, ils sortent les gros projets. Wonder Woman Historia, Amazon. Ils sortent le Supergirl par Tom King. Ils sortent le Lonely City de Catwoman. Et ils sortent le Aquaman Andromeda qui est un... Voilà, ce sont des one-shots, c'est des titres Black Label bien pensés et qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires. Parce que on crée un événement, j'allais dire événementialise, ça y est, j'ai réussi à le dire, ce genre de titre. Et bien ça, c'est super important, je pense. Ça, c'est super important. Moi, je pense qu'il faut arrêter de vouloir tout sortir. Il faut arrêter de vouloir tout sortir. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans vos commentaires, c'est qu'il y a trop de productions. Et ben, la meilleure façon d'arrêter les productions, c'est d'arrêter de sortir toutes ces mini-séries sur Hulk, par Peter David, ces mini-séries sur Ghost Rider, ces mini-séries sur Doctor Strange. Il y en a des très bonnes, et on va mieux les travailler, mais on en parle après. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher la qualité et aller chercher quelque chose de beaucoup plus cohérent. Il faut arrêter de sortir les Spider-Man. Vous savez, il y a quelque chose qui a été vachement critiqué. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le Spider-Man Beyond, c'est donc les épisodes entre le run de Nick Spencer et Ryan Otley et celui de Zeb Wells, qui paraît actuellement en kiosque, enfin en softcover chez Panini, de Zeb Wells et John Romita Jr. Il y a eu trentaine d'épisodes, je crois, 26 épisodes, par plein de scénaristes et plein de dessinateurs différents. Ça s'appelle Beyond, et ça sort en omnibus. Habituellement, ce type de série, la série régulière, la série continue, ça sortait en 100%. Vous avez bien vu que les derniers 100% sortis avec la série de Nick Spencer, ils étaient gros comme ça, c'était des bottins, c'était quasiment des deluxe, ça coûtait 30 balles, et donc il y avait énormément de pages, et je sais pas combien Panini en a vendu, mais j'ai pas l'impression que ce soit un succès. Et ben, pourquoi ne pas regrouper justement ces épisodes et les sortir d'un coup en omnibus? Et je trouve que c'est une bonne idée de les sortir en omnibus, et je pense que c'est vraiment le choix qu'il fallait faire, parce que ce format 100% où vous achetez des séries au long cours, je pense qu'il ne faut pas copier les mangas. Moi, je pense qu'il ne faut pas copier les mangas. Tout le monde dit les mangas, tu prends le One Piece tome 1 et One Piece tome 105, tu as toute l'histoire. Les comics, ils ont leur ADN, et on ne peut pas le renier. On ne peut pas rebrander les comics, et on peut pas dire tiens ça c'est un tome 1 et vous allez tout de suite, sinon vous achetez les intégrales Panini et vous avez tout dans l'ordre, et alors là c'est un fourre-tout parce que vous tapez des périodes indigestes ou vous tapez des épisodes pas bien, il n'y a pas de sélection. Je pense qu'il faut mieux choisir les titres. Donc on arrête les séries jetables, on arrête les séries poubelles, on arrête le tout venant, on arrête ces séries à la con avec il faut arrêter les events pourris. Alors Marvel va pas arrêter les events, mais honnêtement, on n'en peut plus des Edge of Spider-Verse, des Gwen-Gnome-verse, des Carnage-Verse, des machins. On n'en peut plus de ces trucs-là. Ça fait fuir tout le monde, personne ne comprend ce que c'est. Il faut rester cohérent. Le personnage de Miles Morales, il est cool.
le blind pack, donc le tome 1 de la nouvelle série, eh bien il marche, eh ben capitalisons là-dessus et on arrivera à trouver, à faire des choses. Il faut arriver à brander, il faut arriver à donner envie aux gens de lire ces choses-là et arrêter de tout sortir. Ça c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je pense que il faut créer une nouvelle collection. Alors vous allez me dire, encore une collection? Non, parce qu'on supprime les 100%, on supprime les must-have, on supprime les deluxe. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? On supprime les deluxe. Non, on supprime pas les deluxe, on les change. Je pense que les deluxe tels qu'on les connaît, hop, je vais vous en sortir, il y en a là derrière. Voilà, hop, alors on va prendre celui-là. Spider-Man, renouvelez vos vœux. Aujourd'hui, c'est l'habillage comme ça. Regardez ce que ça fait derrière. Il y a du rouge, il y a du noir. Le noir, comme j'ai entendu dans First Print, le podcast, quand les comics sont dans une librairie BD, enfin dans une librairie traditionnelle, au fond du magasin et qu'il n'y a que du noir, eh ben on ne les voit pas. Je pense qu'il faut travailler les codes, il faut peut-être aller chercher de la couleur, il faut sortir de cet habillage-là et de ce format-là. Alors le format, peut-être le garder, mais il faut rebrander tout ça. Il faut sortir en deluxe, arrêter le tout venant, arrêter de tout vouloir ressortir, surtout qu'il y a des trous, on le voit, les séries X-Men Gold, les séries X-Men Blue, on n'a jamais eu la fin, je ne sais pas si on l'aura un jour, il manque des pans entiers du run, alors ils ont réimprimé Dan Slott, mais ils ont pas réimprimé les épisodes qui étaient faits par d'autres scénaristes, il y a des trous, c'est pas cohérent, etc. Il faut que ce format-là, qui est le format finalement des deluxe chez Urban, et qui est le format des deluxe chez Delcourt. Urban, on dit tout le temps, ils ont des formats géniaux. Il faut savoir que François Hercouet était avant chez Delcourt et qu'il a claqué la porte de Delcourt pour rejoindre Urban. Ils ont créé Urban et il a tout copié. C'est-à-dire que ce que vous voyez, la façon de travailler les comics chez Urban, ça vient de chez Delcourt, parce que globalement, ils ont tout copié. Les beaux formats, les grands formats, les grandes pages, tout ça, ça vient de chez Delcourt. Je pense qu'il faut aller chercher du côté donc, de Urban et donc de Delcourt pour proposer eh bien, des bons formats. Regardez, j'ai cité les titres tout à l'heure qui marchent dans le Black Label. Eh bien, il faut ressortir tous les classiques qui existent dans le must-have, dans cette collection. Oui, ça ne va pas coûter 15,99. Oui, ça va vous faire des albums à 22, 23, 24 euros. Mais vous allez en vendre, ils seront mis en valeur et dans les librairies spécialisées, ils pourront être conseillés. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi acheter quand on veut débuter Daredevil. On ne sait pas quoi acheter quand on veut débuter Spider-Man. Vous rééditez les classiques, vous rééditez les bons titres, vous rééditez, qu'est-ce que j'ai en tête, les Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, les Hulk Gris, Captain America White, le Daredevil de Quesada et Kevin Smith. Vous les faites dans un grand format, comme ça, qui reste avec un dos carré, avec une belle mise en page cohérente, avec des belles couvertures, un truc travaillé. Vous ne prenez que les classiques. Vous n'allez pas chercher des débuts de run. Arrêtez de faire des Ultimate Spider-Man tome 1. Arrêtez de faire des choses où il n'y aura jamais la suite. Il faut aller chercher des unitaires, du Daredevil Man Without Fear. Il faut aller chercher donc les séries de Jeff Lobb dont j'ai parlé. Il faut aller chercher ces classiques et les rendre classiques. Faire en sorte que dans toutes les librairies où, vous le savez, il y aura Watchmen, Batman White Knight, peut-être Batman Silence, V pour Vendetta, etc. Et bien à côté, il y a Daredevil jaune, Spider-Man blue, les épisodes de Kevin Smith et Joey Quesada sur Daredevil, des épisodes classiques des X-Men, des épisodes classiques des 4 Fantastiques. Il faut qu'il y ait des classiques, il faut que tous les classiques, et il faut aller chercher dans les trésors de chez Marvel, et moi je le dis depuis des années, pourquoi Esprit de la Terre Spider-Man par Charles Vess n'a jamais été réédité. Mais c'est génial, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable ce titre, il est magnifique. Vous mettez le Silver Surfer de Moebius et Stan Lee, vous mettez tous ces classiques, ces albums qui font 100, 150, peut-être 200 pages, vous les claquez dans une magnifique collection qui serait bien habillée, bien belle, et vous les rendez disponibles. Il faut arrêter la multiplication de ces collections, et je pense que vous serez d'accord quand je dis ça. Je pense il faut aller chercher donc ces beaux livres, et je pense qu'il faut vraiment aller chercher les très grands classiques. Je vous en ai cité évidemment quelques-uns. Honnêtement, regardez le catalogue Must-Have, il est parfait. C'est juste que l'habillage est dégueulasse, le prix n'est pas adapté, parce qu'à la base ça devait être à moins de 15 balles, aujourd'hui c'est entre 17 et 22 euros. Non, vous faites des beaux albums. Honnêtement,
regardez Batman White Knight, regardez le Batman Deadly Joker, Batman Joker Deadly Duo, c'est des albums à 22-23 euros, ils marchent. Eh bien, il faut à la fois événementialiser ces sorties et faire de beaux albums, arrêter de tout sortir et capitaliser sur les belles collections. Et il y a du boulot parce que des très grands classiques, je vous en ai cité qu'un, mais regardez tous les titres sortis dans la collection Must Have, eh bien globalement, à part les débuts de série ou les milieux de run qui sont sortis, il y a quasiment 80% des choses que vous pouvez rééditer dans cette nouvelle collection qui s'appellerait Marvel Classique, Marvel Moderne, Marvel ce que vous voulez, Marvel Deluxe, la nouvelle collection Deluxe, vous regardez le nom mais vous changez tout. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que je me suis noté dans les choses très importantes et pas cher à faire parce que le but il est vraiment de dynamiter mes commerces. Il faut évidemment événementialiser les sorties, c'est-à-dire que il faut que chaque sortie soit cool et qu'on ait envie de les lire. Il faut évidemment que... faudrait faire un peu de PLV quand même, ça coûte pas très cher les PLV en carton. Hier j'ai fait un Paris-Nice, Nice-Paris en avion. C'est pas bien, j'ai pris l'avion. Et je suis passé chez Relais, et il y a des PLV Gaston. Alors peut-être qu'ils vont pas prendre tous les PLV, mais quand il y a un film, là il va y avoir un film Deadpool Wolverine, pourquoi il n'y aurait pas des PLV Deadpool Wolverine? Pourquoi il n'y aurait pas ça je suis sûr qu'ils seraient d'accord, vous faites des accords avec les enseignes, vous donnez ça aux libraires, les libraires ils sont contents, ils ne les gardent pas 200 ans, mais un libraire il sera content d'avoir une PLV en vitrine. Là il y a des PLV Astérix, il y a des PLV Gaston. Pourquoi ne pas faire des PLV Wolverine et Deadpool? Ça coûte pas très cher. Alors, des gens ont soumis l'idée de relancer les kiosques. Très compliqué de relancer les kiosques parce que le réseau il a explosé en vol. Dans les années 80, il y avait un magasin, un marchand de journaux à chaque coin de rue partout en France. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les journaux, on les trouve dans les hypermarchés et on les trouve en gare, dans les relais. Donc voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre dans les très bonnes idées qui n'étaient pas forcément dans ce que vous avez dit, mais que quand j'étais dans l'avion, je réfléchissais. Je pense qu'il y a un truc qui est très bien que va faire Panini, qui est un peu inspiré de Hachette, des collections Hachette, et je pense qu'il faut peut-être aller s'inspirer des collections Hachette. C'est que là ils nous ont annoncé qu'il y aurait Ultimate Spider-Man en Pocket, Marvel Pocket, et dès la sortie des 2 premiers tomes qui arrivent le 3 avril, on sait qu'il y en aura 11, donc on sait où ça va, parce que la question que vous avez souvent posée, c'est ah bon, on sait où ça commence et on sait pas où ça termine. Donc là, quand vous allez acheter le tome 1, j'ai pas encore vu à quoi ça allait ressembler, mais vous aurez une sorte de frise en disant, avec genre les projets de couverture, genre il y aura une série à suivre en 11 tomes. Et vous prenez les 2 premiers parce que vous les prenez, vous les trouvez en gare, vous les trouvez chez Carrefour, vous les trouvez je ne sais où. Une fois que vous les avez en main, vous dites ah c'est cool, et vous regardez, ah il y en a 11, ah ça va sortir sur 3 ans, bon, ça me coûtait 30 balles par an, et je vais me régaler, j'attends la suite avec impatience, créer l'envie, créer l'impatience, très important, très important. Et ça Hachette ils le font, quand vous achetez le tome 1 d'une collection, vous savez il n'y a jamais marqué tome 1 derrière, marqué tome 34, parce que dans la frise, à la fin ce sera le numéro 34, et il faudra bien le positionner. Panini a décidé de réfléchir un peu en ce sens-là, et je pense que c'est une très bonne idée. Autre idée, mais j'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est que on est complètement aujourd'hui, les éditeurs ne communiquent pas avec les moyens modernes d'aujourd'hui. Alors tout le monde dit qu'il faut faire TikTok comme avec les mangas, mais je ne sais pas s'il faut faire comme avec les mangas, mais en tout cas, il faut rendre les choses visibles. Aujourd'hui, moi je fais des vidéos depuis des années, il y a d'autres personnes qui font des vidéos très bien pour parler comics, mais aujourd'hui moi je suis quasiment jamais sollicité par les éditeurs pour faire des vidéos, et je sais pas si les autres le sont, mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y ait une communauté et qui soit fédérée. Pourquoi les éditeurs ne se regroupent pas? Pourquoi il n'y a pas des sites d'actu? Alors il y a des sites d'actu, il y a Comics Blog et tout ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi il n'y a pas un élan qui se fait pour essayer d'aider tout ça, pour essayer de sponsoriser, ou pour essayer de faire de l'achat publicitaire tout simplement, pour parler d'actu, pour faire des vidéos, et justement des vidéos qui répondent aujourd'hui au code d'aujourd'hui, faire des shorts, faire des reels, faire des TikTok. Aujourd'hui il n'y a pas. Et je pense qu'il faut aller chercher des bons influenceurs. Quand je dis influenceurs, c'est pas Dubaï, Nabila, c'est des gens passionnés qui parlent de comics. Moi je suis un vieux, je pense que
sais pas, peut-être, je sais pas si vous êtes, il y a des jeunes parmi nous qui nous écoutent, mais je sais pas si ma parole a la moindre valeur chez quelqu'un de 18 ans qui cherche une bonne idée comics. Mais il faut aller recruter, il faut former, il faut peut-être voilà, investir là-dedans. Panini a essayé de faire des vidéos, Urban a essayé de faire des vidéos, mais c'est encore super timide. Ça fait des années que ces médias existent et pourtant, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit la très grande révolution. Donc c'est important, les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est hyper important. Et en fait, moi je voudrais terminer avec deux idées, mais que j'ai déjà citées dans d'autres vidéos, pour améliorer tout ça, et c'est pas l'éditorial. C'est le gratuit. Le gratuit, c'est hyper important. Et je l'ai vu quand j'étais libraire, je l'ai vu. À une époque, il y avait le Free Comic Book Day. Ça fait 20 ans que ça existe aux États-Unis, plus de 20 ans. En France, ça a été pris en charge par une asso. Et puis, il y a eu des guerres de clochers, des machins, des embrouilles, des bagarres. J'ai pas tout le fin mot de l'histoire. Et puis, c'est tombé à l'eau. Et puis, j'avais entendu que certaines années, certains éditeurs boycottaient le Free Comic Book Day ou ne voulaient pas y participer pour X raisons. Putain, en fait, pourquoi j'ai tenu 8 ans Original Comics parce que la première fois qu'on a fait le Free Comic Book Day, on avait commandé des versions françaises en masse et des versions anglaises parce qu'à l'époque on vendait de la VO et que ça a été la folie, il y avait la queue dehors et c'est la seule fois, enfin c'était les seules journées, les 3 ou 4 Free Comic Book Day qu'on a fait, c'était les seules fois où il y avait la queue dehors pour rentrer parce que les gens voulaient leur gratuit. Et ben, putain, quand il y a un événement comme ça, quand tu es éditeur, il faut le soutenir. Faut pas le tuer. Il a été tué, je pense, par les éditeurs. Il faut l'encourager, il faut le financer. Ça coûte quelques milliers d'euros, c'est pas grave. C'est tellement important pour faire venir les gens dans les boutiques, faire venir les gens communier, partager, découvrir. Nous, c'était les plus gros chiffres d'affaires. On a fait des journées à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 30 fois le chiffre d'affaires habituel, quoi. C'est taré. Des journées, on se disait, mais c'est pas possible. On a fait des journées de malades. Je crois qu'on a fait une journée, je me souviens plus parce que j'ai plus les chiffres et j'ai plus accès aux data, mais on a fait, je crois, la 4e année, il y avait une commande qui tombait toutes les secondes parce qu'on avait pris des quantités astronomiques et qu'à la fin on était les seuls à en avoir et ça a déclenché des ventes parce que les gens venaient chercher les gratuits mais en profitaient pour acheter un comics. Moi je l'ai vu, ça marchait. Et puis le Batman Day, c'est un carton. Moi j'ai jamais compris pourquoi et je peux en parler librement aujourd'hui. Batman Day, on en recevait à peu près 200. Le Batman Day chez nous, c'était vraiment conditionné aux achats. C'est-à-dire que donc on avait 200 gratuits, donc il fallait acheter 2 payants pour avoir un gratuit, et donc on vendait 400 Batman dans la journée. On vendait 400 Batman, même pas dans la journée, en 1 heure. Clairement, on m'en aurait filé 1000, je vendais 2000 BD dans la journée. Pourquoi on m'en filait pas 1000? Ah ouais, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais pourquoi vous en tirez pas plus chez Urban? On avait posé la question, et on s'est fait jeter comme des malpropres en disant, mais pourquoi vous posez la question? Pauvre libraire, rentrez chez vous avec vos idées de merde. Mais le Batman Day, c'était une journée de puta madre. Mais rendez-vous compte qu'on vendait des centaines de bouquins. On le sait qu'il y a plein de librairies qui gardent le Batman Day pour leurs quelques clients fidèles qui leur achètent du Batman. Vous achetez du Batman toute l'année. Voilà, je vous conditionne pas à ça, je vous le garde et vous venez passer le chercher quand vous voulez. On le sait, ça a toujours existé. Nous, on l'avait vraiment conditionné. C'était technique. Fallait vraiment en acheter 2. Donc on vendait 400 Batman. Donc 400 Batman, ça fait un super chiffre d'affaires sur la journée. Mais moi, on m'en aurait filé 1000, je vendais 2000 Batman. On m'en aurait filé 2000, je vendais 4000 Batman. Parce qu'il y avait une folie. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, les serveurs, ils pétaient tellement il y avait de monde sur ces journées-là. Parce que c'est des bouquins très recherchés. Ça coûte quoi sortir un gratuit? Parce que c'est un petit bouquin, un petit format, noir et blanc. Ça coûte pas cher. Ça déclenche des ventes, ça déclenche des ventes réelles. Et moi je l'ai vu et j'ai demandé d'en avoir plus et on m'en a jamais filé plus. On m'a dit t'en as déjà beaucoup, estime-toi heureux d'en avoir beaucoup. Voilà, moi honnêtement je serais Urban, si j'avais un client qui me vendait 400 Batman dans la journée, une librairie indépendante à Paris, hein, mais je lui en aurais filé 2000 et j'en aurais imprimé plus. T'appuies sur le bouton, t'en fais 1000 de plus et tu les livres et ben ils ont jamais voulu.
Je ne sais pas pourquoi et c'est bien dommage. Donc je pense que ça, c'est une solution. On va pas faire du gratuit toutes les semaines. Il faut événementialiser le truc, je l'ai dit tout à l'heure. Mais une fois de temps en temps, faire un Batman Day, faire un Superman Day, faire un Spider-Man Day, faire un X-Men Day, faire un Avengers Day, faire un Fantastic Four Day où on offre des comics de qualité, évidemment pour l'achat de 2 bouquins. Je pense pas qu'il faut en faire 50 dans l'année, mais si on en fait 5-6 dans l'année, alors qu'aujourd'hui il y en a un, il y a un Batman Day, et le reste du temps, il faut se démerder. Eh ben, il faut aussi aider les libraires à vendre. Parce que ça fait venir les gens en boutique. Et ça, c'est la nerf de la guerre, c'est faire venir les gens en boutique. Parce que, oui, à la FNAC de la Défense, oui, à la FNAC de Vélizy 2, où je suis passé, il y a un monde de dingue, et les gens y repartent avec des piles de bouquins sous les bras. Mais chez les libraires, qui sont aussi le nerf de la guerre, eh bien c'est hyper important. Donc moi, je pense que le Free Comic Book Day, c'était une super idée, et je pense que faire des Spider-Man Day, tentez-le sur Spider-Man Day, tentez-le Panini, tentez-le. Vous vendrez du Spider-Man, vous conditionnez des histoires cultes de Spider-Man dans un beau format, un nouveau format, et vous rendez disponible tout le catalogue des bons titres Spider-Man qu'il faut avoir, dont Esprit de la Terre dont je parlais tout à l'heure, et vous faites un gratuit avec une histoire de 22 ou 50 pages, avec une histoire cool, et ben, vous créez l'événement, et ben, les médias vont en parler, ça va être relayé, ça mettra 2-3 ans à rentrer dans les habitudes de consommation, mais ça marchera, et je peux vous le dire, j'ai été libraire, les plus grosses journées qu'on a fait, c'est les Batman Day, c'est les Free Comic Book Day, c'est les journées où on donnait des choses qui coûtent pas très cher à faire et qui animent le marché. Et quand on est client et qu'on a un bouquin collector rare, limité, qui ne sera pas réédité et qu'on a la chance de l'avoir, moi, quand j'étais avant d'être libraire et quand il y avait les Free Comic Book Day, le jour du Free Comic Book Day, je faisais le tour des boutiques pour tout avoir parce que je les voulais absolument, ces bouquins. Et ben, il ne faut jamais oublier ça, que les gens sont des passionnés et des collectionneurs. Il faut créer des vocations, créer des nouveaux collectionneurs, créer des nouveaux lecteurs, et ça c'est super important. Voilà, je finis là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est quelque chose qui pendant très longtemps a été totalement ignoré. Ceux qui m'ont suivi jusqu'à cette 32e minute seront ravis de cette conclusion. Voilà pour mes quelques idées, bah, continuez à donner les vôtres et en tout cas merci d'avoir participé. On se retrouve très vite pour plein d'autres choses. Salut!